Bonsoir, en ce 23 avril, bienvenue aux actualités de l'Abitibi et du Témiscamingue. Bon congé de Pâques si vous y êtes. On vient d'abord à de récents avertissements de la Sûreté du Québec destinés à prévenir les vols dans vos véhicules. Plusieurs de ces cambriolages en stationnement public ou dans les entrées privées qui ont été résolus. Au début du mois d'avril, le service de police sensibilisait les citoyens pour qu'ils adoptent des comportements plus prudents afin qu'ils ne deviennent la cible de ces crimes rapportés depuis plusieurs semaines. Et grâce à certains éléments d'enquête, le 9 avril dernier, les policiers de la SQ qui ont perquisitionné un immeuble à logement situé sur la 7e rue du côté de Rouyn-Noranda. Sur les lieux, plusieurs items volés qui ont été récupérés, saisis, ce qui doit permettre aux enquêteurs d'élucider plusieurs dossiers en cours. L'arrestation de 2 suspects, une femme de 37 ans et un homme de 43 ans est imminente. Si ce n'est déjà fait, notons que la majorité des véhicules ciblés par les vols avaient les portières déverrouillées. Une opération de niveau international est toujours en cours afin de cerner des spécialistes du hameçonnage, tant chez nous, dans notre Abitibi-Témiscamingue, qu'au niveau mondial. Opération qui cible des utilisateurs d'une plateforme internationale d'hameçonnage à grande échelle qui s'appelle le Lab Host. Cette enquête fait partie du projet NOVA, une initiative visant à démanteler un réseau mondial d'hameçonnage, on le disait, en collaboration avec le Centre national de coordination contre la cybercriminalité, le CNC3 de la GRC. Plus de 2600 comptes utilisateurs, dont les 2 tiers étaient principalement situés au Québec, ont été identifiés à la SQ, ce qui a permis d'exécuter 9 mandats de perquisition et de mettre en place plus de 60 mesures de répression contre des suspects d'activités criminelles liées à l'hameçonnage. Plus d'1 200 000 Canadiens, c'est beaucoup, qui ont été victimes de cette fraude, dont 292 000 au Québec, en imitant des sites web d'institutions financières et gouvernementales, la plateforme qui a trompé les citoyens afin de leur voler des informations bancaires et personnelles sensibles. Notre page Facebook Témis TV vous en a avisé. Le 15 avril a eu lieu une opération nationale de surveillance du réseau routier qui s'est tenue sous le thème « La vie humaine au cœur de nos actions ». Malgré la présence de conditions quand même hivernales dans certains coins de la région et du Québec, outre les voitures, camionnettes et camions, les policiers quand même qui ont eu les motocyclistes à l'œil, parce que ceux qui font de la moto ont eu hâte de la sortir. Les constables en intervention surveillaient les comportements imprudents, la conformité des équipements de protection associés à l'usager motocycliste et le respect du corridor de sécurité en véhicule d'urgence, d'une dépanneuse ou d'un véhicule de surveillance immobilisé avec flèche gyrophare ou feu clignotant actionné. Bilan total, 5 545 constats d'infraction ont été émis dans la province, 2 937 pour des excès de vitesse, 93 pour des gens qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité, 250 pour des gens qui parlaient au téléphone cellulaire au volant, 2181 pour d'autres infractions au Code de la sécurité routière. En ce moment, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou la fatigue, ainsi que la distraction au volant. C'est le début de la campagne, cette fois de vaccination. C'est toujours contre la COVID-19 qui est toujours présente. Les gens s'en rendent compte. Les personnes qui résident en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs, comprenant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables, les aînés de 75 ans et plus. Attention, les
enfants âgés de 6 mois et plus immunodéprimés ou dialysés, les gens de 65 à 74 ans qui vivent avec une maladie chronique ou qui vivent dans une région éloignée et isolée. Il est possible de prendre rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 sur Clic Santé ou en appelant le 1-877-644-4545. Alors que la haute saison touristique s'en vient, plus vite qu'on pense, l'Association Hôtellerie du Québec interpelle les autorités gouvernementales sur l'urgence d'assouplir les mécanismes liés au programme des travailleurs étrangers temporaires. Dans un contexte de rareté persistante de la main-d'œuvre, les établissements hôteliers québécois qui doivent pouvoir continuer de compter sur ces travailleurs étrangers temporaires déjà en poste en leur permettant de demeurer au Québec et dans la région au-delà de la durée initiale de leur permis, demande qui s'appuie sur un sondage qui démontre que 91% des répondants hôteliers rencontrent encore des difficultés à recruter pour l'été qui s'en vient et même l'automne prochain. Actuellement, près de 70% des répondants ont plus de 10% de travailleurs étrangers temporaires au sein de leur équipe de travail. CPE, ambulanciers, CEPAC, il y a beaucoup de travail du côté des comités de négociation qui doivent confronter le gouvernement pour obtenir leurs choses. Plus de 5000 camionneurs maintenant menacent de bloquer le Québec dès le milieu du mois de mai pour dénoncer l'inaction de Québec qui contournerait sa réglementation en matière de transport en vrac, ouvrant la porte à la collusion, la corruption, la fausse facturation, l'évasion fiscale et le non-respect des normes environnementales dans les marchés publics. Les chauffeurs et chauffeuses qui croient que François Legault prend des décisions qui vont à l'encontre des principes d'intégrité, de justice économique et de développement régional. En audience publique récemment, des experts qui ont mis en garde le gouvernement de leur crainte de voir réapparaître les dérives jadis dénoncées à la commission Charbonneau, notamment dans le cadre de nouveaux modes de réalisation de projets en partenariat ou en collaboration. Un terrain propice aux pratiques qu'il qualifiait d'irrégulières. Donc, surveillez-les sur la route. Restons dans le domaine du transport, mais cette fois avec un organisme communautaire. Organisme au moins une vingtaine qu'il y a chez nous, qui sont impliqués pour les citoyennes, citoyens d'ici, au Témiscamingue et dans bien des régions du Québec, en majorité, partout d'ailleurs. C'est des organismes sans but lucratif. L'objectif, proposer des services d'aide ou de mieux-être dans une communauté en entraide comme partenaires, coproducteurs, organisations de pression ou de protestation. Ce sont des partenaires dans nos communautés, ils le disent, communautaires. Aujourd'hui, on fait connaissance avec le TACT, T-A-C-T, Système de transport adapté et collectif du Témiscamingue. Bien au-delà du transport pour handicapés seulement, le TACT déplace aussi en projet pilote tous ceux au Témiscamingue qui doivent aller à des rendez-vous, faire des courses en ville. On rencontre pour en parler Mme Anne Villeneuve, directrice. Comment allez-vous? Très bien, merci, vous-même. Oui, super heureux de vous voir. Ça fait longtemps, depuis un peu plus de 6 mois, moi, que je suis rendu du côté de Témis-Télé. Puis je me disais, il faut que j'aille voir cet organisme de transport important en Abitibi-Témiscamingue. Comme nous, vous êtes un organisme communautaire et c'est important de faire parler de soi. Oui, en effet, nous, on aime ça quand les gens parlent de nous, qui apprennent à nous connaître, qui connaissent un peu les services qu'on offre, autant au niveau du transport adapté qu'au niveau du transport collectif. Donc, bien content de faire cette petite entrevue-là avec vous. Ben, moi aussi. Et TACT, qu'est-ce que ça veut dire? On voit ces lettres-là partout sur des petits panneaux à travers la région. Et
on n'a pas le temps d'arrêter des fois pour lire le panneau, mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, TACT? Dans le fond, c'est vraiment l'acronyme de Transport adapté et collectif du Témiscamingue. Dans les dernières années, on a travaillé avec des consultants pour nous aider un peu à améliorer l'image du transport sur notre territoire. On voulait faire en sorte que notre transport adapté soit plus inclusif, qui permette aux gens et à la population générale d'utiliser aussi les autobus, faire en sorte que notre population utilise le transport collectif. On s'amuse à dire que maintenant, on est un transport collectif de personnes, mais avec des véhicules adaptés. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a changé notre logo, qu'on a changé notre image, qu'on a fait le lettrage de nos autobus de façon différente pour essayer de démontrer un peu que le transport collectif s'adresse à toute personne. Assurément, on va prioriser notre clientèle qui est à la mobilité réduite parce qu'eux autres n'ont pas d'autres options, mais on veut faire en sorte que tout le monde se travaille ensemble puis utilise les transports, que tu sois limité ou pas. Vous êtes en train de me dire là, que le transport adapté, c'est pas juste pour les gens qui ont besoin de transport adapté, c'est ça? Exactement. Dans le fond, toute personne qui a un besoin de transport, on leur dit « Contactez-nous, on va trouver les options qu'on peut pour faire en sorte qu'il y ait accès à du transport. » Ça peut être avec des transports bénévoles pour aller à des rendez-vous médicaux à l'extérieur de la région du Témiscamingue, aller dans des hôpitaux comme à Rouen, à Val-d'Or, mais dans des transports pour aller dans un milieu hospitalier. On va pas chez un optométriste à Rouyn-Noranda, là. C'est vraiment quand on a un rendez-vous médical spécifique avec des spécialistes. Et des rendez-vous médicaux où, bon, le centre de santé nous trimballe un peu partout. C'est de plus en plus populaire. Ouais. C'est devenu comme ça, malheureusement. Et il faut suivre, comment dire, les ordres du médecin. Mais sérieusement, souvent, un spécialiste est à Rouen ou à Amos. Donc, vous les transportez et à bon port. Bien, dans le fond, nous, on offre cette option-là. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on est une solution de dernier recours. C'est pour éviter que la personne, elle n'aille pas à son rendez-vous parce qu'elle n'a pas d'option de transport. Donc, on a un service de transport bénévole qu'on travaille beaucoup en partenariat avec la table de concertation des personnes âgées. Mais c'est un service de transport. Il faut le voir comme si c'était un taxi. Sauf que c'est un bénévole qui utilise sa voiture qui va aller vous porter au centre hospitalier puis qui va vous ramener. Il y a un certain frais, mais c'est vraiment nécessaire. Puis oui, on n'a pas de spécialité ici au Témiscamingue. On va aller en dermato à La Sarre, on va aller en ortho à Amos, mais ici au Témis, on n'a pas ça. Travailler bien fort aussi avec les gens du système de la santé pour essayer de faire en sorte que nos spécialistes reviennent. Mais ça, c'est un autre combat, fait qu'on répond aux besoins de transport. Mais oui, aussi, nos autobus sont ouverts à toute la population. C'est sûr qu'on va prioriser toujours notre clientèle handicapée. C'est vraiment notre base. Mais on a des places vacantes, on a des autobus qui se promènent, qui a de la place de libre. Fait au lieu de développer un autre système de transport, bien, on maximise ce qu'on a déjà. Ça ne donne rien de mettre plus de voitures, plus d'autobus sur les routes. On n'a pas besoin de ça. On en a déjà des transports qui se promènent. Donc, on est un peu le point central ici pour faire en sorte de tout maximiser ça puis tout jumeler ça ensemble. Pour avoir travaillé dans le monde du transport un peu dans d'autres vies, comment dire, on se promène pas à l'ège. On essaie de remplir, de remplir la vanne. Oui, on essaie toujours de combler des places. Si on a un bénévole qui quitte puis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un covoiturage, bien, on mixe ensemble. C'est vraiment notre prémisse, c'est maximisons ce qu'on a. Tu sais, on parle environnement, changement climatique. C'est pas de mettre plus de voitures là, sur nos routes. Là. C'est d'essayer de changer un peu nos façons de faire puis de penser à avoir peut-être des autos en autopartage. C'est un projet qu'on veut mettre en place dans les prochaines années. Mettre en place une solution technologique aussi pour que, tu sais, ça soit plus facilitant, plus prévisible pour notre population. Fait qu'on essaie de développer des choses, mais vraiment en ayant un œil aussi, question environnement, question logistique, question facilité. Ça bouge beaucoup, on vous voit beaucoup et je suis persuadé que peut-être même qu'au niveau publicitaire, on va vous voir beaucoup prochainement dans les prochains mois parce que vous allez en campagne, là, c'est le temps. Vous avez des nouveaux locaux depuis un peu plus de 2 ans, puis vous avez l'intention de les rendre utiles encore davantage. Oui, parce qu'on se rend compte que même si on pense que tout le monde nous connaît, c'est pas ça la réalité. On a fait un focus group en décembre avec des gens pour voir un peu qu'est-ce qu'ils connaissent puis qu'est-ce qu'ils auraient besoin de savoir.
Puis les services qu'on a, tout le monde était « Ah ouais, vous faites ça, vous faites ça ». Fait que les gens sont tous surpris de ça. Fait que là, on va embarquer dans un processus pour la prochaine année. On va essayer d'être un peu plus visible, que les gens connaissent nos services, puis de s'assurer de faire une belle tournée de nos organismes communautaires, mais aussi, tu sais, on a maintenant fait la décision d'aller avec la Chambre de commerce aussi, parce que, veut pas, on offre un service pour nos employeurs qui, peut-être, eux autres, ont besoin de main-d'œuvre. Donc, on va travailler fort sur notre visibilité. Ouais. Et vous travaillez fort pour vous faire connaître. Et avec la Chambre de commerce, j'imagine que ça a pris un dynamisme différent, là. Bien, on veut, tu sais, s'assurer de vraiment s'associer avec notre économie locale. Tu sais, si on a du transport, bien, on a des employés qui peuvent se déplacer. Si on a des employés qui peuvent se déplacer, ça veut dire que nos commerces sont en vie, puis ils peuvent rester, puis que le manque de main-d'œuvre va peut-être être moins difficile pour eux. Donc, je pense que tout est interrelié là, au Témiscamingue. Le communautaire, l'économie, la fonction publique, tout le monde, si on travaille ensemble à développer des services, puis à s'aider mutuellement, bien, il n'y a rien de mieux, je pense. Vous avez des plus grands locaux, je le disais, depuis un peu plus de 2 ans. Ça prend du monde pour occuper ça. Quelle est l'équipe qui travaille pour le transport adapté et collectif du Témiscamingue? Bien, dans le fond, on a une répartitrice, on a une agente de développement et communication qui travaille aussi à nous aider à ce niveau-là. Il y a moi en tant que direction. Puis, on a 4 chauffeurs, je dis 4 parce qu'on a un nouveau qui a commencé cette semaine. Donc, on a 4 conducteurs d'autobus aussi sur le territoire. Donc, pas de pénurie de personnel chez vous? Aucunement. À date, en tout cas, je peux pas me plaindre, ça va super bien. Mais j'ai des bons employés qui sont là depuis longtemps. J'en ai qui sont là depuis 15 ans, 17 ans, 10 ans. Vraiment, j'ai une belle équipe en place qui sont là depuis longtemps. Et il faut le savoir maintenant, là, quand on verra la fiche TACT, c'est pas juste pour les personnes handicapées qui ont besoin de transport. Tout le monde qui en a besoin, appelez, on ne sait jamais. On ne sait pas. On pourra vous transférer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un service d'autobus, là. Hein? Bien, dans le fond, là, nous, ce qu'on dit, c'est appelez-nous. Puis si c'est pas nous qui répondons à votre besoin, ça va être quelqu'un d'autre, mais nous, on va s'assurer qu'on va la trouver, la personne ou la ressource qui peut vous aider. Ça se peut, là, notre TMS est grand, puis des fois, c'est pas toujours facilitant, puis ça se peut qu'on en arrive à un moment donné de dire « j'en ai pas de solution ». Mais on va travailler pour essayer d'en trouver une, puis on dira pas à la personne « ah, ben appelle à telle place, c'est pas moi qui s'occupe de ça ». Nous autres, on va prendre l'information, on va prendre leurs coordonnées, puis on va s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va les rappeler pour répondre à leurs besoins. Le mieux qu'on puisse faire, c'est ça, essayer d'aider à trouver une solution. Et si vous avez besoin de transport, bien, essayez, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu sais, on ne se le cachera pas, là, on avait déjà fait une étude, là, il y a peut-être au-dessus de 200 véhicules qui partent le matin à partir du secteur Est puis qui s'en viennent vers Ville-Marie. Ces véhicules-là, là, c'est toutes des autos solos principalement, là. Fait que, tu sais, de dire, hey, là, si on travaille fort ensemble, on peut peut-être trouver un covoiturage pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est des petits changements de culture de société aussi, parce que le covoiturage, on n'en parle pas beaucoup dans notre région. On en parle beaucoup quand on veut se déplacer à l'extérieur. Ça, c'est super facilitant. Les gens du Témis, ils le disent, ils le nomment, et tu sais, hey, je m'en vais à Montréal, j'ai de la place. Mais ici, à l'intérieur de notre territoire, c'est un peu plus difficile. On a souvent des contraintes, des garderies, des activités, des choses, mais des fois, juste de le faire une journée semaine. Tu sais, moi, je dis toujours à mon monde alentour de moi, fais-le une journée dans ta semaine. Une journée dans ta semaine où tu offres tes places vacantes puis t'embarques quelqu'un, bien, c'est une journée de moins où il y aura 2 voitures sur la route puis il va en avoir juste une. Des petits changements. On ne peut pas faire tout en même temps, mais tranquillement, pas vite, on peut changer les choses. Bien, on voit que ça bouge et je ne sais pas si ça vous tente, mais on pourrait dire « et c'est pas fini ». Hein, comme Annie Villeneuve. Ben, on vous a-tu déjà fait la remarque? On m'a déjà appelé Annie Villeneuve plus qu'une fois, mais c'est pas grave. Je le prends. Je fais juste reprendre les gens en disant c'est pas Annie, c'est Anne. Mais en effet. Mais vous et moi, on a une chose qu'on ne pourra pas suivre et c'est pas fini, on ne sait pas vraiment chanter. Non, c'est ça, exactement. Ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une page Facebook pour vous suivre et communiquer avec vous? Bien, assurément, on est sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook avec le Transport adapté et collectif du Témiscamingue. Numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 819-629-3332. Puis sinon, notre page, on a une page Internet, donc c'est le tactemis.ca. On va voir ça et on fait votre connaissance. Ça vaut la peine. Merci, Mme Villeneuve. Bien, merci, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
La commission culturelle maintenant, le comité consultatif de la MRC de Témiscamingue tient tout ça en place et elle est fière de présenter la 8e et dernière capsule vidéo de son projet visant à démystifier l'art. Ça se pratique toute cette art-là sur notre beau territoire. Et par le biais de ces capsules, souvenons-nous que les artistes témiscamiens ont eu la chance de présenter la pratique artistique les animant découvrir l'art de verre dans la verrerie de la montagne de Nancy Couturier. C'est votre occasion maintenant, Madame Couturier, qui est une artiste verrier et souffleuse de verre bien reconnue dans la région. Inspirée par la beauté de la matière, Madame Nancy est propriétaire et fondatrice de la verrerie de la montagne à Ville-Marie. Elle est également spécialiste en art visuel. Voici son art. Est-ce qu'on est artiste ou on devient artiste? Dans mon cas, c'est comme si j'avais pas eu le choix d'être tout ce que je suis. Il y a beaucoup de défis aussi alentour, mais je savais que c'était la route qu'il fallait que je prenne. J'ai commencé à travailler le verre en 2006, ça fait quasiment une vingtaine d'années. Puis pour moi, tout de suite, c'était un coup de cœur. Juste d'entendre la pièce, tu sais, du verre, quand ça casse, j'avais des frissons. Ça a vraiment été comme vraiment un coup de cœur, là, que ça m'habitait. Tu sais, quand que je fais des créations, souvent, des fois, ça va arriver spontanément. Je vais faire des créations dans mon four ou... tu sais, je vais faire cuire, ça prend du temps, là, il faut que ça repose. Fait que là, ça te prend comme un délai d'attente avant de voir ton résultat comparativement à une toile. Mais tu sais, je me réveille quasiment la nuit pour venir ouvrir le four, pour voir le résultat. Ce que j'aime du verre, je trouve, le verre, c'est joyeux. Hein, les couleurs sont vives. Puis avec le verre, ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime, c'est toute la luminosité. Ça prend vie avec le soleil. C'est lumineux, mais en plus, le reflet du verre, tu vas le retrouver comme sur le plancher ou sur le mur aussi. Fait que ça rend tellement vivant. J'ai commencé, je faisais du vitrail, fait que c'était des cours de fin de semaine comme pour un loisir. Mais j'ai tout de suite su que j'aimais, tu sais, que j'étais vraiment passionnée puis que j'étais pas capable de faire juste ça une fois de temps en temps. Fait que j'ai décidé de quitter mon emploi d'archiviste médical. Puis j'ai commencé à travailler de la maison. Ensuite, je suis allée chercher une formation qui était la fusion du verre. C'est avec des gros fours. Puis quand j'ai commencé à l'époque, on n'était pas beaucoup au Québec à travailler le verre de cette façon. C'était plus populaire, mettons, aux États-Unis. Puis ensuite, je me suis intéressée aussi avec le travail du verre soufflé. Et j'ai fait des formations à l'espace verre où tu souffles vraiment le verre à bout de bras. Mais ici, à l'atelier, j'ai juste un petit chalumeau. Fait que je peux souffler gros comme mon poing. J'ai aussi fait un certificat en art plastique où je travaillais un petit peu plus la peinture. Et ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Des fois, je vais souvent peinturer une toile, puis je vais la faire ensuite en vitrail ou en fusion du verre. Parce qu'avec la peinture, on peut aller plus spontanément, tandis que le verre, il faut vraiment que ce soit quelque chose de concret, que tu peux plus structuré. Puis dans ma façon de créer, il y a beaucoup de spontané. Quand tu travailles des objets en métier d'art, c'est des œuvres qui sont utiles, en fait. Fait que aussi, j'ai fait des plateaux, des assiettes, et c'est avec les petits objets qui restaient, parce que j'étais pas capable de jeter le verre qui me restait de mes pièces. Je me suis mis à faire des petites pièces, comme là, les gens se sont mis à me connaître beaucoup pour les bijoux, les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets. Bon, les 3 techniques de verre que j'utilise à la verrerie, le vitrail, c'est ici. L'abat-jour ici n'est pas terminé, mais c'est une façon de faire, avec le vitrail, on assemble les pièces de verre avec le plomb. Ensuite, je vais travailler avec la fusion. La première fusion que je fais, c'est je découpe les pièces de verre, mais sont assemblées ensemble par la chaleur. Fait que ma première pièce va être comme toute ma surface va être plate. Et ensuite, je peux lui donner une forme qu'on appelle du thermoformage.
soit avec un moule en argile ou un moule en stainless. Ça, c'est une autre fusion que je fais au four. Et ma troisième façon de travailler le verre, ben je vais faire des billes. Je peux aussi souffler avec mon chalumeau. Puis je vais m'étirer aussi des fils de verre. Que ça, je vais travailler ici, je vais me faire des fils de verre à l'intérieur des pièces. Je vais transformer ma matière première. Puis c'est pour ça ensuite que je peux l'utiliser. Je vais faire des petits bijoux, des lampes, ou des grosses pièces. Mais ça va être ça comme si on veut qui va me différencier de beaucoup de verriers parce que je vais vraiment travailler ma matière. Moi, pour moi, là, de rentrer dans l'atelier, puis là, de me mettre à étirer des fils de verre. Tu sais, mettons, chez moi, je vais étirer des fils de verre. Je vais passer des journées juste à manipuler la matière. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Fait que c'est pour ça que quand tu rentres dans mon atelier aussi, il y a plein de morceaux partout parce qu'il y a toujours des morceaux qui sont en attente. Fait que là, quand j'arrive dans une période de création, c'est comme, OK, je vais prendre cet objet, je vais prendre ce morceau-là, je vais assembler, puis là, ça se construit, si on veut, spontanément. Mais la façon d'être spontané, c'est avec mon œil, si on veut, de mettre les couleurs. Ah, ça, je vais mettre cette couleur-là à cet endroit. Je vais mettre cette forme-là aussi. J'aime travailler avec les formes. Puis, je suis beaucoup inspirée de toute la nature. Tu sais, le verre, une vitrine, une fenêtre, de voir la nature à travers une fenêtre. Tu sais, ici, ça, c'est un pain blanc. Moi, j'aime les pains blancs. Je sais pas si tu le vois. Fait que ça, c'est inspiré d'un pain blanc. Fait que là, je prends des photos des pains blancs quand je me promène juste à côté. Puis, de rendre quelque chose de... Pour moi, tu sais, comme avec le verre, de le travailler, puis de le rendre beau. Tu sais, comme la nature, c'est beau, on s'émerveille, ben je trouve le verre, c'est facilement, on va s'émerveiller, tu sais. Je t'ai émerveillée comme dans la nature, en fait. Ce que je souhaite le plus à travers mes œuvres, c'est quand les gens les voient, puis ça crée une émotion. Pour moi, tu sais, si tu choisis une pièce de la verrerie, puis que tu le laisses dans ta maison, puis qu'à tous les jours, tu sais, t'as un petit comme « Oh, c'est cute, ça me fait du bien de la regarder. » Tu sais, c'est pour ça aussi qu'on crée des choses. Tu sais, ça te fait vivre une émotion, un état d'être. Ben, c'est ça, là. Demeurons en art, si vous le voulez bien, cette fois l'art naturel. Le parc national d'Aiguebel, le petit cousin de notre parc Opémican, qui confirme réouvrir sa fameuse passerelle suspendue, l'une des signatures touristiques de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Quelques travaux qui doivent encore être réalisés au niveau des accès pour entamer le mois de mai. Puis on pourra à nouveau accueillir en toute sécurité les visiteurs dès le début de l'été. Au terme de travaux réalisés avec $1,5 million, l'infrastructure qui surplombe le lac Lahaye à 22 mètres de hauteur, qui revient bonifier l'offre touristique sur le territoire du parc national, offrant aux imprenables une vue imprenable, dis-je bien, sur la beauté saisissante de ce lac de Faye. Alors que la saison estivale est de plus en plus près, le parc national qui souhaite inviter les habitants de la région à découvrir ou à redécouvrir ce vaste territoire protégé. Un large éventail d'activités adaptées à tous les goûts permettent aux visiteurs de se familiariser avec la faune, la flore et l'histoire. C'est également l'occasion idéale de célébrer déjà le 40e anniversaire de la CEPAC en explorant les parcs nationaux du Québec et en soutenant leur mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel. Entrevue Zoom, tiens, oui, avec Frédéric Bilodeau, c'est le directeur de ce parc national d'Aiguebel à la CEPAC. Alors, Frédéric Bilodeau, c'est, comment dire, le petit cousin du Témis qui communique avec vous parce que, comme certainement des milliers d'autres personnes, le Témiscamingue doit se réjouir de la bonne nouvelle que vous diffusez en ce 10 avril. Ouais, 10 avril, c'est ça, oui. Ben oui, c'est une très bonne nouvelle, là. Je pense que c'était attendu de tout le monde en région, là.
Et ça fait quand même un bout de temps qu'elle était attendue, cette nouvelle-là, là, parce que le bris est survenu il y a plusieurs mois. Ouais, en fait, c'est survenu au cours de l'été 2023. Donc, Donc, mais on fallait attacher les sommes. Ensuite, on ne pouvait pas faire les travaux non plus n'importe quand à cause de la nidification du faucon pèlerin, là. Donc, il a fallu décaler les travaux jusqu'à l'automne 2024, là. Mais là, au moins, ils sont réalisés, là. dans quel état d'esprit vous vous sentez, là, vous et les travailleurs de la CEPAC à Aiguebelle? Alors ça, c'est ben, pour l'ouverture de la passerelle, c'est sûr que c'est une très, très bonne nouvelle, là. Je veux dire, ça reste un des principaux attraits touristiques de la région, là. Donc, on est vraiment content de pouvoir offrir ce produit-là à la population, là, puis à nos clients. Donc, on a bien hâte de finir. C'est sûr qu'il nous reste quelques petits travaux à faire pendant le printemps. On attend la fonte des neiges, mais la passerelle en soi, les travaux ont été faits dessus. C'est vraiment au niveau des accès là, qu'il nous reste quelques travaux, là. On a espoir dépendamment de la fonte de la neige, là, on a espoir de finir ça avant le 1er juin, là. Et est-ce que c'est à dire que vous avez fait que les gens qui travaillaient sur la passerelle ont terminé ça pendant l'hiver? Ou... Ils ont terminé ça, les premières neiges avaient déjà tombé, là, donc. OK. Fait que c'était pas chaud pour la pompe à l'eau pour ce monde-là, là. Non, non, c'était assez in extremis quand ils ont terminé, là. Disons que les Mhm. conditions n'étaient pas idéales. Ben non, absolument. Et bon, qu'est-ce qui avait fait, M. Bilodeau, que la passerelle avait dû, on devait stopper l'accessibilité, là? Qu'est-ce qui a amené au bris en question? Ah, ce qui a amené au bris, c'est dur à dire, là. Ça, je peux pas. C'est sûr que ça a une certaine âge. Elle avait besoin d'entretien. Puis c'est vraiment pour des raisons de sécurité là, qu'on l'a fermé là, pour pas qu'il arrive un accident, là. On s'entend que ça reste une passerelle à 22 mètres de hauteur, là. Donc, Ça fait mal. ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, elle a été construite il y a déjà un certain temps, là. Donc, on l'a remise aux normes, là. Et c'est évidemment très onéreux comme dossier, pas facile. Non, effectivement, c'est quand même des coûts assez élevés, d'où pourquoi ça a pris un certain temps à avoir les sommes. Par contre, on s'en est tiré quand même mieux qu'on pensait là, au niveau des coûts, là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, là. Donc, l'usure et pour une organisation comme la CEPAC et comme Edebel, euh, quand ça survient, c'est un hécatombe, hein. C'est pas facile. Non, c'est sûr que je veux dire, c'est quand même des coûts importants là, pour un parc national, là. Donc, non, effectivement, c'est pas facile. Mais écoute, ça se fait surtout que vu que c'est un des attraits principaux de la région, là, je veux dire, les efforts ont été mis pour qu'elle soit réouverte là, le Je plus ne tôt pas possible. garder, je ne pas garder ça fermé trop longtemps, là. Non, 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 c'est ça. C'était la volonté de tout le monde à la CEPAC là, d'ouvrir ça le plus rapidement possible. Et vous dites que c'est évidemment c'est l'attrait touristique majeur en Abitibi-Témiscamingue, mais je pense que le Québec tout entier vient traverser cette passerelle parce que c'est un thrill pour tout le monde. C'est un peu comme, je dirais pas les montagnes russes à la ronde, mais ça y ressemble. Ouais, c'est sûr que c'est ça, c'est un attrait pour aussi le reste du Québec, là. Ça reste une marque importante pour la région, là. Donc, ouais, c'était important de la réouvrir, là. Est-ce que vous avez senti moins d'attirance pour le parc, la passerelle n'étant pas assez accessible, ou le fait que bon, on a quand même nos lacs, nos terrains de camping, la beauté de la nature, les randonnées, donc ça continue à compenser et à attirer des gens. Ben, c'est sûr qu'on a senti une baisse, mais il y a eu plusieurs facteurs là, qui ont fait en sorte qu'on a eu une baisse d'achalandage dans les 2 dernières années, là. C'était pas juste la passerelle, tu sais. On se Ouais. rappelle aussi 2023, les feux de forêt.
L'année passée, ben, autour du parc, il y a eu des travaux majeurs au niveau des ponts, mais tu sais, pas dans le parc, là, mais vraiment des travaux du ministère des Transports, là. Donc, ça a diminué notre achalandage aussi. Donc, tu sais, il y a eu quand même d'autres éléments. Il y a eu les chenilles, évidemment, ça n'a pas aidé non plus à l'attraction. Donc, ben, c'est ça, Pas facile. c'est dur à départager qu'est-ce qui a agi, là, mais oui, tu sais, je veux dire, la clientèle le demandait, des gens qui appelaient puis qui venaient pas parce que la passerelle était fermée. Fait que, tu sais, on le sait un peu indirectement que ça l'a affecté, là, mais dire exactement à quel niveau, impossible à dire, là. Ben, tu te lèves le matin et tu te dis, en voulez-vous des raisons pour que je sois pas ouvert? En v'là, Ouais, c'est ça. tout est, c'est pas, je ris, là, mais c'est pas drôle, tout est arrivé en même temps. Donc là, est-ce que l'été 2025 sera le bon? Ben, on l'espère, là. De toute façon, en ce moment, avec ce qui se passe chez nos voisins, on ressent qu'il y a quand même beaucoup de Québécois et d'Ontariens aussi qui vont choisir de rester plus près de chez eux. Donc, on anticipe qu'il y ait quand même une hausse d'achalandage cet été, là. Bon, puis je sais qu'il y a évidemment une négociation qui est en cours. Ça aussi, il faudrait que ça se règle, hein. Ça serait malheureux de ne pas pouvoir accueillir les gens s'il nous manque de personnel. Oui, effectivement, ça, c'est un autre enjeu auquel on devra faire face. Bon, on va espérer que les négociations aient bon train puis que ça se règle, là. Espérons-le. Donc, bravo, on est content pour vous, les petits cousins de d'Opénican. Et évidemment, un bel été à tout le monde au parc d'Aiguebelle. On peut-tu dire, c'est pas une passerelle toute neuve, c'est des réparations qui permettent qu'elle soit accessible parce que elle a quand même elle a quand même son âge, là. Je veux pas faire peur à ceux qui doivent traverser, là, mais ou attention, Ben, parce qui a été rénové, en fait, sécurisé puis remise aux normes. C'est surtout ça qu'il faut ouais. retenir. Donc, Je vais te faire répéter, M. Bilodeau, ben, c'est ça, Frédéric, parce que sécuritaire. la ligne a coupé. Alors, qu'est-ce que tu disais dans la dernière phrase? Ah, je disais, c'est ça, on doit dire que c'est pas une passerelle neuve, c'est une passerelle qui a été rénovée, mais elle a surtout été sécurisée et remise aux normes. C'est plus ça qu'il faut retenir. L'inspection est à 100%, là, il n'y a plus de danger. Non, c'est ça, il y a plus de danger. Donc, ben, comme je vous dis, il reste des petits travaux à faire là, pour les accès là, en bordure de la passerelle, là, mais un coup ça va être terminé. L'ingénieur va venir revalider, là, mais tout devrait être beau pour la saison, là. Et c'est pas, on se sent pas pareil avec ou sans passerelle, hein, là, c'est vraiment un parc d'Aiguebelle à 100%. Ouais, ben, 100%, on a encore, malheureusement, je dois le dire, certains sentiers qu'on a dû fermer. On a plusieurs infrastructures, je dirais, de nature inusitée, là, comme l'escalier hélicoïdal, malheureusement, en ce moment, pour des raisons similaires, on l'a fermé temporairement. Là, on doit faire des inspections là, au niveau de la paroi rocheuse, de la stabilité de l'escalier, puis même chose pour notre tour du garde-feu, là, mais c'est vraiment pour la sécurité de la clientèle là, qu'on a fermé ces infrastructures-là. Mais tu sais, à un moment donné, après un certain temps, des infrastructures comme ça, il faut faire des entretiens majeurs, là, pas trop le choix, là. Donc, il faut que les gens de la CEPAC en haut, les boss, soient aux aguets aussi. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est que au parc des Gueulebelles, on surveille les lieux parce que, évidemment, vous avez à cœur la sécurité des gens. Ça, on peut pas vous reprocher de pas être aux aguets. Non, effectivement, c'est ça. C'est plate, là. Les gens, des fois, ils disent, ah, OK, bon, j'aurais aimé ça aller, mais tu sais, ça représente un danger, on n'a pas le choix, là. Ben, au moins, tout n'est pas fermé en même temps avec le retour de la passerelle. C'est un beau séjour à passer pour les gens qui viennent au parc des Guebels, ceux qui nous écoutent là en Ontario ou ailleurs au Québec par le web. Ben, venez faire un tour, vous allez passer évidemment de bons moments au parc des Guebels cet été. Tout à fait. Frédéric, merci de nous avoir parlé. Bon été, pas de conflit de travail, un beau salaire pour les gens qui travaillent avec toi
et évidemment un été succulent comme le printemps semble vouloir l'être là, avec le soleil des derniers jours. Non, on va l'espérer. Merci beaucoup. Merci Frédéric et bon été. Bye bye. Ouais, merci. Bye. Ben voilà ce que vous proposait nos nouvelles cette semaine sur TV Témis. Rappelons que nous communiquons aussi via notre page Facebook ensemble. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, on reste attentif à ce qui se passe dans votre Témiscamingue.